Enfin, comment pouvons-nous connecter ces trois histoires? Comment on peut les mettre en action l'une avec l'autre? Les histoires de soi sont la base. C'est la base de créer de confiance entre membres d'équipe, c'est de se comprendre les motivations et les valeurs de chacun. Et donc, on commence habituellement de pratiquer cette méthode avec un partage de ces histoires de soi pour, par la suite, identifier quels étaient les points de convergence, quelles valeurs partageons-nous. Est-ce qu'on peut euh, imaginer cette identité commune qui peut venir de nos expériences, s'il s'agit d'une nouvelle campagne, un nouveau groupe, une nouvelle équipe, etc. Où on cherche de laisser émerger une identité partagée. Mais cet échange des histoires de soi, c'est la base de la solidarité qui est un moteur, une condition nécessaire pour toute action collective. Donc, l'histoire de nous, cet exercice, si bien sûr le nous a existé depuis un certain temps, de faire comme Patagonia a fait sur son histoire de nous, permettent de mettre au clair quelles sont des expériences phares, des expériences collectives qui ont façonné cette identité qui est particulière, qui est une source d'appartenance, de solidarité, d'identité, qui nous permettent de faire des choses difficiles. Et l'histoire de maintenant, c'est de s'appuyer, de puiser sur cette identité commune afin de proposer c'est quoi le défi actuel, en quoi notre passé nous a préparés en quelque sorte pour ces actions collectives et en quoi nos actions actuelles, la stratégie actuelle est basée sur cette identité, sur ces valeurs et sur cette expérience commune. Et l'histoire de maintenant se termine par un appel à l'action. Et l'appel à l'action doit être bien ciblé afin que euh, chaque personne soit motivée pour engager dans cette action. Et donc là, on voit le lien entre l'histoire de maintenant et les histoires de soi. On cherche de créer des appels à l'action qui sont à la fois collectifs. Il y a certaines actions qui seront collectives, mais certaines actions qui seront au niveau individuel, qui se complètent, qui se complémentent. Mais comment on peut comprendre les différents types de motivations qui peuvent exister au sein d'une équipe ou au sein d'une organisation? Donc, une méthode que je trouve intéressante vient d'une grande étude globale de Bain Company, qui est une grande boîte de conseil, qui ont proposé un questionnaire aux milliers et milliers des salariés dans différentes entreprises, différents secteurs, différents pays. Et ils ont trouvé 6 archétypes, 6 clusters, regroupements de données qui expliquent différents types de motivation. Ils ont donné chacun de ces clusters, chacun de ces regroupements, un nom. Et on va voir rapidement c'est quoi ces 6 archétypes trouvés par Bain Company dans cette étude globale. Le premier, c'est les opérateurs. Les opérateurs sont qualifiés comme la colonne vertébrale fiable de l'organisation. On voit à gauche et en bas ici les différentes indicateurs pour cet archétype et aussi les prévalences par pays, par région du monde, les différents pays qui étaient sondés. Donc à peu près un sixième ou jusqu'à un quart des salariés, selon cette étude, étaient des opérateurs. Des personnes pour qui les objectifs majeurs étaient la camaraderie, euh, parfois la maîtrise de leurs tâches, et de l'argent, d'avoir des revenus stables, une camaraderie, un respect, un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Et le point sensible, c'était des risques. Ils n'étaient pas des personnes avec une grande tolérance pour des risques, ils cherchaient la stabilité. Donc voici l'archétype des opérateurs et leur motivation et les points sensibles. Et je mets ce note en bas de page, hypothèse, parce que bien sûr, euh, il s'agit d'une étude sur une base de données, un échantillon des différents salariés, mais une personne peut être une combinaison des différents archétypes et un archétype, la motivation de chaque individu est quelque chose à découvrir plutôt que à préjuger. Deuxième archétype, givers, les donneurs. Pour cet archétype-là, qui est un peu moins en termes de nombre des opérateurs, le travail, c'est de servir les autres. Le plus grand objectif
ce qui donne le sens à leur travail, c'est la camaraderie et le dépassement de soi dans les actions comme le mentorat, comme de mentorer les personnes juniors, de les guider, de les aider. Et pour eux, le point sensible, c'est la fragmentation, l'individualisation de l'entreprise et l'égoïsme. Donc voici la motivation et les points sensibles pour cet archétype givers, les donneurs. Le troisième archétype, les artisans. Les artisans placent la barre très haut en matière de performance. Leur source de motivation, ce qui leur porte le sens de leur travail, c'est le perfectionnement de leurs compétences et l'autonomie. Point sensible, la stagnation. Donc c'est un peu le contraire des opérateurs qui cherchent la stabilité. Pour les artisans, c'est la stagnation qui est le point sensible. Ils sont motivés par l'amélioration, le perfectionnement continu de leurs compétences. Vous voyez ici la prévalence par différents pays et régions. Quatrième archétype, les explorateurs, explorers. Les explorateurs veulent un travail passionnant et varié. Leurs objectifs majeurs, la source de motivation est la découverte, c'est l'exploration. Et le point faible, comme les artisans, c'est la stagnation. On voit un peu, c'est une prévalence un peu moins. Moi, je dirais que j'ai pris le test et moi-même, je suis plutôt explorateur de ce qui me porte le sens dans mon travail. Cinquième, strivers. On peut appeler en français les travailleurs acharnés, les personnes qui veulent gravir les échelons de succès, qui veulent monter dans la hiérarchie, les grades dans l'organisation. Leurs objectifs majeurs, c'est le statut et l'argent. Point sensible, c'est quand ils se sentent un manque de possibilités d'avancement. Et on voit ici la prévalence en pays, en région. Et enfin, sixième, les pionniers, pioneers. Les pionniers sont en mission pour changer le monde. Si les givers sont des personnes qui cherchent à se donner ou donner leur temps aux personnes face à face, les pionniers cherchent un impact à grande échelle sur la société, sur la planète. Objectif majeur, l'impact, le dépassement de soi dans une grande mission. Point sensible, c'est le manque justement de cette vision de l'impact social, sociétal ou environnemental, politique, etc. Donc, on voit ces 6 archétypes et je dirais que chaque personne peut être une combinaison de ces 6 et chaque organisation a une combinaison, un mix. Vous pouvez prendre le test pour vous-même en tapant sur l'internet Bain 6 archétypes et vous pouvez prendre le test pour voir quel archétype seriez-vous. Et ça nous donne une idée de différents types d'appels à l'action à donner dans notre histoire de maintenant. Donc je vous donne un exemple. Cet exemple est basé sur un exemple vrai d'une industrie, d'une entreprise industrielle en Afrique du Sud, Anglo American Mining, qui est le principal fournisseur de platine, de nickel et de minerais de fer au monde, avec 95 000 d'employés. En 2007, Cynthia Carroll devient la première femme PDG dans l'histoire de Anglo American. Et au moment de son entrée en fonction, il y avait 200 décès d'employés au cours des 5 dernières années. Donc une vraie crise en termes de la mortalité sur le plan de travail. Carroll se fixe un nouvel objectif, 0 décès ou blessures graves. Et la réponse de ses managers, ses top managers, non, ça, c'est pas possible. Cela n'arrivera pas dans notre vivant. Les travailleurs qui étaient blessés, les ouvriers, ont pris des raccourcis, ils n'ont pas toujours suivi les règles. Bref, ils étaient bêtes. Donc, ce n'est pas notre faute. Ça arrive dans une grande entreprise qu'il y a certaines personnes qui sont paresseux, qui prennent des risques, etc. Elle a dit, non, je refuse cette explication. Et elle choisit de fermer immédiatement la mine la plus dangereuse à Rustenburg. Et elle mettait en défi les collaborateurs. Elle voulait savoir ce que les collaborateurs de Anglo American pensaient de cette grande crise de la sécurité. Elle considérait une crise que les autres managers, de la direction pensaient que c'était quelque chose de normal et inévitable. Donc elle dit non, on va écouter les collaborateurs pour voir ce qu'on peut faire par rapport à ce problème. Donc elle a réuni des collaborateurs par groupe de 40 à 50 et elle leur demandait de s'exprimer sur les problèmes de sécurité. Mais, vu la façon inédite de faire cet exercice, les ouvriers étaient réticents. Ils ne voulaient pas prendre la parole. Ils n'osaient pas prendre le premier pas pour dire ce qui n'allait pas dans l'entreprise.
Donc, elle a dû retravailler la méthode en collaboration avec des syndicats locaux et ils ont créé ensemble un nouveau processus d'écoute et de dialogue basé sur l'ekotla, qui est une pratique délibérative traditionnelle dans l'Afrique du Sud qui vise à établir le consensus en mettant les gens en cercle avec aucune interruption autorisée, ainsi de suite. Avec cette instauration, avec ce dialogue, ils ont pu instaurer un nouveau système de révision régulière des procédures de sécurité en intégrant la contribution des collaborateurs. Et pour restaurer la confiance qui était brisée pendant ces années avant son arrivée, les demandes simples, par exemple, on demande plus d'eau chaude pour le thé et la vaisselle dans les mines. Les demandes simples étaient mises en œuvre rapidement. Le processus de récolte-là aboutit à un nouveau contrat de sécurité signé par la direction et les collaborateurs. Bien que il y avait un certain temps pour faire ce processus, et pendant ce temps, la production et les recettes diminuaient dans cette année suivant la fermeture de la mine. Mais les bénéfices d'exploitation, c'est-à-dire la productivité a monté, les bénéfices ont monté et les cours des actions, the shares, atteignaient des sommets historiques. Et plus important, dans les 5 années qui suivaient, le nombre de décès de collaborateurs a diminué de 62%. Donc, est-ce qu'elle a réussi à avoir 0 décès? Non. Mais ce nouveau cap et cette nouvelle méthode d'écouter les collaborateurs a amené Anglo American de réduire de façon significative le nombre de décès. Donc, je prends cet exemple qui est un exemple vrai, et maintenant j'invente une histoire de maintenant donnée par le PDG. Ça, j'invente. Il est temps. Donc, imaginons que la PDG prend la parole devant un groupe de 50 collaborateurs qui travaillent à la mine. Il est temps que nous relevions le défi de la sécurité des collaborateurs. Je donne l'exemple de Nchimunia, qui rendait un service à son collègue qui a dû rentrer chez elle pour soigner un enfant malade. Nchimunia a dit « Ok, moi je vais rester prendre ton poste alors qu'elle était fatiguée. » Et avec la fatigue, elle s'est blessée sa jambe de façon assez sérieuse parce qu'elle voulait rendre service à son collègue. En plus, cet exemple n'est pas atypique. On avait exemple de 200 décès rien qu'au cours des 5 dernières années. Regardez autour de vous. Allons-nous accepter que 200 des personnes que vous voyez ne soient plus en vie dans 5 ans? Ce n'est pas une fatalité. Depuis 85 ans, nous avons toujours été l'entreprise qui a su relever les défis les plus difficiles. Nous pouvons nous engager aujourd'hui à modifier nos pratiques en matière de sécurité afin de réduire à 0 le nombre d'accidents mortels. Ce sera difficile, mais je suis absolument convaincu que nous pouvons y parvenir ensemble. Nous organiserons un dialogue avec votre équipe mardi prochain à 19h. Nous comptons sur vous pour venir partager vos expériences et nous aider à résoudre ce problème. Donc on voit dans cet exemple le défi qui est expliqué et dramatisé de façon qualitative, un exemple précis de Nchimunia, un chiffre qui donne l'ampleur du problème et elle encadre le choix. Est-ce que nous allons accepter que 200 des personnes autour de vous ne soient plus en vie dans 5 ans? Donc ça dramatise le défi. Après, elle propose une stratégie pour modifier les pratiques ou pour commencer à modifier les pratiques en matière de sécurité. Et elle donne l'espoir. Voici qui nous sommes, l'histoire de nous depuis 85 ans, l'entreprise qui a su relever les défis les plus difficiles. Et elle se termine par un appel à l'action précis, concret, un dialogue mardi prochain à 19h. Donc voici tous les éléments dans un slide d'une histoire de maintenant. Donc maintenant, on peut imaginer comment on pouvait appeler différents archétypes selon le modèle de Bain à l'action. Donc imaginons un opérateur. Nos familles comptent sur nous pour que nous fassions ce qu'il faut. Si nous voulons régler ce problème, il faut la participation de tous. Donc, on fait référence ici à la motivation de stabilité, d'un équilibre famille-profession, etc. Un artisan, peut-être on peut proposer l'appel à l'action de cette façon. Nous devons rehausser les normes de notre travail quotidien. Nos collaborateurs les plus talentueux nous montreront la voie. Ou bien pour un explorateur, pour réussir,
Nous devons inventer de nouvelles stratégies que nous n'avons jamais essayées auparavant. Nous avons besoin de vos idées. Ou bien, pour un travailleur acharné, notre initiative en matière de sécurité nous aidera à identifier la prochaine génération de dirigeants de cette entreprise. Donc on voit comment la même action collective, c'est-à-dire de participer dans ce processus de l'école-là, peut être déclinée en différentes formulations selon les différentes motivations qu'on imagine soient présentes dans la salle. Donc on va faire, nous, dans notre séance présentielle, cet exercice pour construire une histoire de maintenant autour d'un défi qu'on voit actuellement autour de notre équipe, notre entreprise, ou bien notre pays, notre continent, notre monde. Donc, merci pour votre attention. Je liste ici quelques ressources, quelques livres ou ressources en ligne par rapport à Marshall Gant, Public Narrative, aussi la neuroscience des histoires. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.